Elle se laisse rouler délicatement et se pose sur le dos, pose une main sur le ventre, l'autre sur le sternum et réfléchit, à ciel ouvert. Son regard se fragmente au rythme des polygones de glace de la voûte, un enchaînement de facettes concaves dominantes de bleu irisé, gonflé d'eau et de lumière, et au bout de ce tunnel creusé, le soleil qui vient y accrocher ses jaunes feux. Elle resterait bien là des heures, plongée dans cet état de grâce, à regarder les traînées d'agrégats dans l'épaisseur de la paroi, à écouter la musique ininterrompue de l'eau, à interpréter ses tonalités cristallines, à incruster ses pensées dans les polygones, jusqu'à les disperser dans les prochaines fontes. Voûte céleste rabaissée à sa hauteur, que le ciel ne lui tombe pas sur la tête. Non, pas de risque, on entre dans l'hiver. Elle tire et ouvre la fermeture à glissière de sa combinaison, glisse une main à l'intérieur et cherche du bout des doigts. Elle sait qu'il y a un filtre, qu'elle ne peut s'empêcher de déchiffrer de la pulpe des doigts. Les sensations sont homogènes, partout. Plus de zone de sensibilité, quel qu'en soit le niveau. Elle remonte le long du cou, vers ses lèvres, sensibilité à raser. De l'autre main, elle quitte le ventre pour redescendre. Territoire de sensibilité pareillement aplani, dévasté, elle aurait envie de dire. Sa première conclusion arrive aussi vite que le vide tactile. La toile n'est pas un vêtement, elle est une continuité du derme, un supraderme, une sorte de double peau. Mais jusqu'où s'infiltre-t-elle ? Elle reste un moment sur son territoire, resserre et détend les muscles autour des doigts, et ce jusqu'à atteindre le climax de ce paysage pourtant dévasté. Elle y parvient, ce qui la rassure, un peu quand même. Une renaissance est toujours possible. Elle décide qu'elle peut se quitter, se lève alors et marche quelques pas vers le courant ruisselant qu'elle barre d'une main puis de l'autre. Elle prend le temps de jouer avec l'eau, de s'amuser des flux contrariés. Elle n'est pas contrariée, ni par cet état de fait, ni par l'effet de masse potentiel entre l'eau, les capteurs et la terre. Rien ne la contrarie plus. Rien ne la surprend plus non plus. À ce stade de la toile, elle décide de se départir de sa combinaison, histoire de voir, enfin. Elle est nue, sans l'être vraiment. La toile est un filtre poreux, comme la peau. Contrairement à la peau, elle n'est pas innervée. Elle n'est qu'un filtre qui laisse passer les stimuli, qui laisse passer les fluides, certainement, et rien d'autre. Sa masse est bien réelle, pourtant, qui égalise les nuances du corps, les veines de ses mains, les muqueuses de ses seins. Égalisation visuelle, égalisation sensorielle. Sur cette constatation, elle frappe des mains, écoute la peau et l'acoustique de la voûte. L'écho qui en revient est moyen. Les polygones en serrent les sons. L'élasticité de la peau raccourcit peut-être leur longueur d'onde et plus certainement le volume sous la voûte limité, qui limite lui aussi la vibration. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas froid. L'effet isotherme est positif. Elle glisse encore la main sur la matière et sourit, satisfaite. Le vent souffle à l'extérieur. Il souffle même fort. Tant mieux si les températures y sont plus basses qu'ici, sous abri. Il reste encore des champs à explorer, des repères à cartographier, et il reste encore un homme à chercher. Il est temps de repartir. Le plafond s'abaisse à mesure qu'elle descend vers l'embouchure. Elle lève la main gauche comme pour le repousser. Tout le tissu de la paume y reste accroché, déchiré. Elle est humaine comme elle, c'est vrai. Ce n'est pas grave, elle retourne en arrière se munir d'un de ses gants et l'enfiler. De loin, elle vérifie la dimension du passage, puis enfile combinaison, gants et chaussures. Ne prendre aucun risque inutile. Dans ses mains, la sensation du textile polymère est uniforme sur les deux faces. Alors, paume gauche retournée, elle observe. C'était prévisible. La toile s'est déjà reconstituée, le tissu déjà reconstruit. Mais en amont des prévisions et des extrapolations, il y a l'extérieur. Il faut sortir. Et elle aurait aimé que l'excavation soit aussi évidente que l'introduction. Rouler les épaules autour du torse, comme un chat, et chercher des appuis avec les pieds,
alors que l'eau ruisselante s'infiltre. Impossible de céder des mains. Seuls des mouvements de torsion parviennent à dégager progressivement le corps. C'est long. Elle retient sa respiration et déploie toute son énergie à s'extraire dans une extirpation forte. Le haut est passé, les mains sont libres, qui repoussent la glace et le reste glisse. À l'extérieur, même test, même nudité relative. Froid et bourrasque, et elle ne s'explique pas encore comment un tissu aussi poreux peut être à ce point étanche au vent. Il ne serait poreux que dans un sens, pourtant le dessin du motif ne justifie pas cet aspect technique. Alors elle pense que les spirales se combinent aux écailles de la peau naturelle, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse reste à confirmer. Est-ce que cette terre est bien sur terre ? Pas de vie autre que la sienne, et que les éléments organiques qui s'organisent sous ses pieds et face à elle sur des kilomètres. C'est immensément beau, nu, puissant, apaisant et profondément troublant. La nuit commence déjà à tomber, alors elle cherche vainement un repère au milieu de cette terre inconnue. Bleu. Le ciel et la terre commencent à se confondre dans un bleu crépusculaire intense. Seule une ligne de feu délimite encore les deux plans. Elle s'amincit jusqu'à disparaître en un temps record. Seule, la scientifique se projette dans cet horizon pour y trouver les traces d'un chemin à rebours. Elle doit sortir d'ici, retrouver sa terre et ses éléments, retrouver sa trace, l'objectif initial de son voyage jusqu'ici. Mais pour sortir, il lui faut traverser le glacier. Marcher, elle ne sait combien de temps, elle ne sait même dans quelle direction. La mer est hors de vue, le ciel pas encore étoilé qui lui indiquerait peut-être une direction, ce qui reste incertain et vain puisqu'elle ne sait même pas où elle est. Pas d'autre choix que de se mettre en route et de s'en remettre au hasard. Celui d'une route proche, celui d'une rencontre, toujours possible. Mais que la traversée est longue lorsqu'on a pour seul métronome le son de ses propres pas sur la glace, le rythme baroque de ses pensées et l'inconnu à la fin de chaque phrase. Contrepoint. Un rideau vient de tomber du ciel. Accroché à bonne hauteur, des liserés violets à l'ourlet des draps verts. Elle ne s'attendait pas à ces vents solaires, placement en suspension qui l'arrache à sa condition errante et balaie ses doutes d'une largesse incommensurable. Elle s'allonge sur la glace et se laisse dériver au flux de cette draperie versatile qui apparaît et disparaît comme un orage magnétique. Elle replace ses mains sur le ventre et le plexus, besoin pavlovien de s'assurer de la présence de la toile. Claire maintient cette position tant que l'aurore la happe. Le temps est en suspension, lui aussi. Pas de comptage, pas d'objectif, si ce n'est celui de l'instant. Et l'instant d'après, elle se relève, hésitante, se demande si la direction est la bonne, si elle aura assez de ressources, si elle parviendra à rentrer, si seulement. Elle se lance, reprend sa marche, baisse la tête au vent de face, détourne son axe pour éviter les crevasses, enjambe les failles éclairées par la lune et avance, jusqu'à ce que la route se révèle, enfin, scarification sombre sur l'étendue blanche azurée. Elle court jusqu'à elle, mais le problème reste entier. Alors, de sa semelle, elle griffe le sol d'un trait perpendiculaire à la route, se plie pour ramasser un caillou et dos à la ligne, elle le lance en l'air, décidant que c'est lui désormais qui décidera de la suite. Vers la droite. C'est entendu. Elle considère cette nouvelle route et cette direction inattendue comme une chance qui relance les dés, séquence son errance et offre de nouvelles perspectives. La nuit d'hiver s'est installée alors qu'il s'agit peut-être d'une toute fin d'après-midi. Le vent est toujours aussi puissant, les gravillons s'écrasent sous ses semelles et c'est presque tout ce qui lui est donné d'entendre. Il bat sa pulsation, irrigue ses synapses et la raccroche à elle, à son environnement, à sa raison d'être ici. Aurier. C'est étrange comme le doute ne l'a pas envahi à l'évocation de son nom. En vérité, elle ne l'a toujours pas retrouvé et pourtant, en cet instant précis, il la porte et elle sait que c'est lui. Elle n'avait encore jamais expérimenté une telle légèreté, comme si plus rien n'avait d'importance, vraiment plus rien.
Elle avance jusqu'à ce qu'un bruit inhabituel résonne vaguement au loin. Claire s'arrête, jette un regard alentour, mais ne peut rien identifier dans cette pénombre. Le son se précise pourtant, peu à peu. Celui d'un moteur de véhicule léger, on dirait. Alors, elle se poste sur le bord de l'unique route et attend, avec l'espoir qu'il ne s'agisse pas d'un mirage. Un véhicule tout-terrain arrive peu à peu à sa hauteur. Le chauffeur marque inévitablement un arrêt, frein à main. Il laisse le moteur tourner, mais descend à sa rencontre. Les deux étrangers n'échangent rien d'autre qu'une distance conventionnelle. Claire pense le reconnaître, endomorphisme sécuritaire, mais trop de bulles d'air dans la tête, pas assez de lumière pour être sûre. Et puis, elle ne sait plus rien, ne veut faire confiance à aucun de ses repères antérieurs. Il lui ouvre en grand la porte passager et la referme derrière elle, puis revient par l'avant, torse éclairé au passage des phares, reprend les commandes du véhicule, débloque le frein à main et repart comme il est arrivé. Dans le rétroviseur, Claire observe la banquette arrière. Elle y voit une tronçonneuse, un stéthoscope, un roman, des boîtes de médicaments éparpillées et un sac à dos ouvert au milieu de ce foutoir. Elle ne demandera rien. Il roule dans la nuit, lui, elle, et entre eux deux, le couple moteur à son minimum. La voiture est chahutée par les ornières. Elle se retient à la poignée de maintien, la main gauche calée fermement à ses côtés. Coup d'œil dans le rétroviseur pour atteindre ses yeux. Elle s'y arrête. Il s'en aperçoit, elle s'en échappe. Elle fixe son attention alors sur la route, avec l'envie farouche de lui adresser la parole à chaque seconde et l'envie de se taire dans la tierce qui suit. Il va bien falloir l'atteindre, ce moment de rupture, si elle veut ne serait-ce que connaître leur destination. Définitivement non, quelque chose fait masse, une différence de potentiel. Pas de quoi s'alarmer. Rien d'étrange à ce voyage désormais labyrinthique et sans terme. La lune se répand soudain sur la surface de l'eau maritime. Il tourne à droite, s'engage sur une route asphaltée, unique trace de construction humaine dans cette lande, et longe la côte. Il augmente le régime, toujours polarisé et muet. Et toujours aucune vie humaine, hormis la leur, aucun échange au compteur, hormis leur différentiel. Il prend de la vitesse et pousse le couple à son maximum, soupape de sécurité, à la tension de leur silence. Claire lui accorde sa confiance. C'est déraisonnable et dangereux, elle le sait. Par acquis de conscience, elle invoque Aurier. Il n'a jamais été aussi présent que cette nuit. Son ami, son amant, son binôme. Elle se concentre de toutes ses forces pour libérer ses pensées et lui faire de la place, toute la place. Elle lui dit qu'elle est revenue le chercher, que ce n'est plus qu'une question d'heure, qu'elle va le ramener et qu'on essaiera, peu importe les dommages, peu importe si ce n'est plus comme avant. On recommencera, on essaiera et on s'adaptera, Noah, lui et elle. J'arrive. Pardon. Pardon pour Lucas, trop de confiance accordée. Je ferai tout ce que je peux pour réparer les erreurs, mais toute seule, je n'y arriverai pas. L'arrivée au port se fait discrète, aussi fantomatique que le voyage. Des réverbères à bonne distance, les uns des autres, suspendent leur halo évasé, scandent la nuit en tranches jaunâtres successives. Les lieux sont vidés à cet instant de la journée. La voiture s'arrête sur le parking d'un ancien hangar en tôle ondulée. Sur place, des types les attendent. L'un d'eux remonte dans la lumière des phares et s'approche de la portière de Claire. Une vague la submerge enfin. Elle voudrait ne pas avoir à comprendre, mais n'a plus vraiment le choix. Son chauffeur est déjà descendu. Elle s'exécute à son tour, forte et désincarnée. L'homme ne semble pas agressif, juste taciturne. Il lui ouvre le chemin, côte à côte. Il ne lui tient pas le bras tant qu'elle n'oppose aucune résistance. Passé l'énorme porte sur rail, il pénètre dans le hangar. Béton cassé au sol, luminaire industriel au bout d'un câble, l'ancien hangar à bateau a l'air désaffecté. Son guide l'amène dans une des rares pièces, sorte de bureau d'exploitation, où ils sont également attendus. Elle précède son garde du corps, du même pas précis et abstrait, et va s'asseoir, tel qu'on l'y invite, sur un vieux siège rembourré et surexploité. Assis au bureau,
Un autre homme fait glisser dans sa direction un dossier cartonné, puis un verre qu'il remplit. Claire décoche un regard du côté du verre, un autre vers le dossier, un autre enfin vers son interlocuteur. Il patiente un instant, elle reste de glace. Alors il ouvre la pochette, lui avance une photo. Un homme ressemblant vaguement à Aurier, visage tuméfié, accompagné d'une feuille et d'un stylo, quelque chose à signer comme une reconnaissance. Elle tente de lire, mais reconnaît à peine le tiers de l'alphabet. Elle relève la tête et renvoie des signes d'incrédulité, se retourne sur les types qui l'ont amenée jusqu'ici et reste bloquée. Alors c'est lui. Au plus elle comprend, au plus elle aimerait pouvoir nier. Elle lui explique à lui seul maintenant, que cet homme sur la photo n'est pas son binôme, qu'ils peuvent aller se faire voir, qu'elle n'entérinera rien et qu'elle n'enterrera rien non plus, ni la toile, ni personne, surtout pas d'un paraphe au bas d'un texte insensé. Elle repousse le viking des épreuves classantes de médecine et tente de s'échapper. Il lui barre la route, elle reflue en arrière et se cogne contre le bureau. Coup d'œil au type resté assis, coup d'œil au verre rempli, qu'elle happe et projette entier à la face du pirate. Il retient d'une main la douleur tandis que son collègue se lève précipitamment, mais elle leur glisse entre les doigts, se fracasse au sol en sautant la rambarde et court pour s'extraire de la lumière. Tapie quelque part dans le noir, dans le hangar, elle n'est pas très loin d'eux, glissée sous un quai aussi défoncé que le sol. Elle s'est retranchée dans le noir de ses peurs les plus profondes. Là-dessous, c'est silence, poussière et gravats. Un des hommes balaye le vide du hall d'une lampe torche, mais ne l'atteint pas. Une voix se fait entendre en écho depuis le bureau. Une autre lui répond un peu plus près. Les questions-réponses fusent encore, puis la lumière de la torche s'éteint, comme celle des énormes cloches industrielles suspendues. Quelques minutes plus tard, les voix se réactivent depuis l'extérieur. Claquement de portière, moteur, phare. Le 4x4 fait marche arrière et s'éloigne. La porte du hangar est laissée telle qu'elle était à leur arrivée.